J'inaugure donc cette nouvelle interface où vous êtes directement intégré dans le dossier. Du coup, dossier de cette semaine, c'est un dossier un peu interactif où vous pouvez, où vous pouvez me donner vos avis sur les films dont on va parler. Je voulais revenir sur, toutes les sorties qui avaient eu lieu sur ces 4 premiers mois de l'année 2023. Alors généralement ça se fait en trimestriel, mais là j'avoue que j'ai fait les 4 premiers mois. On va pas traiter de tous les films, on va surtout parler des grosses sorties récentes. La manière dont ça va fonctionner, c'est que moi je vais vous faire un peu un état des lieux de chaque sortie, les enjeux, un peu mon avis, et puis après on discutera de ce que vous en avez pensé, ou... Il y a beaucoup de grosses sorties, donc je me suis dit que ce serait un bon moment pour faire un petit point, pour étudier la proposition d'animation actuelle. Et bah commençons sans attendre. La méga sortie auquel vous n'avez pas pu, absolument pas pu échapper normalement, ou alors peut-être que vous vivez très isolé, ou peut-être que vous ne mangez pas du pain du capitalisme, de ces grandes productions transnationales. Euh, la grosse sortie de ce mois-ci, mais de cette début d'année, c'était le film Super Mario Bros. Film produit par différents pays parce que japonais de base, ça appartient à Nintendo Mario. Le projet a été chapeauté par Universal, donc américain, mais a été réalisé en France par l'équipe de Illumination, un studio français. Du coup, c'est vraiment un projet avec beaucoup de nationalités. Ça a été réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et Matthew Fogel. C'était une méga sortie parce que Mario c'est une licence qui est extrêmement connue à l'international, c'est les fameuses aventures du plombier moustachu. Ça dure 1h30, ça a été réalisé entièrement dans une 3D dont on a beaucoup souligné l'extrême qualité, le détail et la précision. Donc très joli, Illumination, qui ont derrière eux quand même tous les films Moche et Méchant, Les Mignons, quand même des productions assez très professionnelles et se rapprochant de ce qu'on peut voir dans les productions américaines, notamment à la fois en termes de budget mais aussi d'objectifs graphiques, quoi, en termes de rendu. Le pitch, il est assez simple. Mario et Luigi sont deux frères plombiers dans la banlieue de Manhattan, mais un jour ils sont en manque de veine car ils n'arrivent pas à trouver de contrat et ils rentrent dans un tuyau mystérieux qui va les amener du côté du royaume champignon, un ensemble de royaumes fantastiques où le terrible Bowser, une tortue à carapace pointue, veut conquérir le cœur de la princesse Peach qui gouverne le royaume champignon. Et donc va se lancer une espèce d'histoire, d'aventure, mais aussi de découverte de soi pour Mario et son frère, qui vont devoir passer de héros, de personnages de plombier un peu loser à héros et sauveurs d'un royaume. Alors les enjeux autour de film ils sont assez simples. C'était un film très attendu car à haut financement, traitant d'une licence adorée, et donc les retours ont été très positifs parce que c'est un film qui a cassé le box-office absolument partout. On est là à plus de 1 milliard de dollars générés par la sortie du film, les entrées ont été monstrueuses, les retours critiques publics ont été très positifs, et les retours critiques ont été un peu plus modérés, en disant que malgré tout le succès qu'a eu le film, donc toutes les critiques qui seront faites ne seront faites qu'à l'aune d'un film qui a cassé tous les records. C'est que le film était très réussi visuellement, mais ne prenait aucune parti pris particulier, ne racontait une histoire que très simple et vraiment dans les clous, et qui était là pour un peu unifier les 35-40 ans qu'ont Mario et unifier toutes ces générations qui ont joué à plein de Mario différents avec plein de versions différentes. Et du coup, le film était réussi mais un peu insipide et pas particulièrement marquant, quoi, que c'était une bonne expérience en termes de fun, mais qu'on n'en ressortait pas avec beaucoup de choses. Personnellement, j'ai pas mal de choses à dire dessus, parce que ça va être un film un peu marqueur de son temps. C'est un film qui adapte du jeu vidéo. Alors les adaptations de jeux vidéo, c'est pas toujours des grands succès, même si c'est un peu attendu, de par le fait que c'est des domaines assez proches, et que de plus en plus l'industrie du jeu vidéo se rapproche de l'industrie cinématographique dans l'ambition des scénarios et le traitement visuel de ces histoires, quoi. C'était aussi un film un peu attendu parce que c'est un film fabriqué en France, et donc on voulait voir si une équipe moins chevronnée pouvait s'occuper d'une licence aussi forte, et donc le pari était plutôt réussi, hein, je trouve. Moi, je trouve que le film arrive à peu près à contenter tous ses publics. On sent que c'est un film à destination d'enfants, mais qui a beaucoup un retour au précédent film Super Mario Bros, qui était un film live qui a été fait il y a, je sais plus, 25 ans, et qui avait été un échec
à peu près sur tous les plans artistiques et commerciaux. Globalement, les trucs qui ressortent beaucoup du film, c'est que tout le monde a beaucoup aimé les personnages de Peach et de Bowser, qui sont les personnages les plus construits du film, parce que vraiment Mario et Luigi sont très insipides, c'est des héros extrêmement génériques et tout à fait dans les normes, quoi, il y a vraiment rien à dire sur eux. Et du coup, Peach et Bowser qui ont un peu plus de personnalité, lui en méchant extrêmement dramatique et elle en princesse guerrière voulant défendre son peuple, sont assez marquants. C'est cool, d'ailleurs dans les jeux Mario c'est aussi les personnages qui ressortent le plus. Et c'est un peu dommage du coup pour les personnages de Mario et Luigi où le film s'appelle Super Mario Bros mais on parle très peu de leur relation de frères parce qu'ils sont séparés la plus grande majorité du film et probablement une partie de l'histoire qui a lieu entre Donkey Kong et Mario aurait été vraiment mieux adapté à raconter une histoire entre les deux frères qui apprennent à mieux se connaître dans des situations de danger plutôt que multiplier les personnages secondaires. Mais bon, globalement, c'est un film où tous les persos secondaires ont plus de saveur que les persos principaux. Moi, j'étais un peu déçu par vraiment deux aspects qui sont que le film assume beaucoup ses origines, dans le sens où on commence dans le monde réel, avec des personnages qui vont être transportés dans un univers fantastique et qui vont y finir par y revenir grandis, qui est vraiment un truc de scénario qui est quand même vraiment très très daté, genre c'est l'histoire sans fin, c'est Narnia, c'est tous ces films des années 80 où on vous dit vous aussi vous pourriez être les héros de vos propres aventures, vous vous retrouvez projeté dans des mondes imaginaires et de petits losers nazes vous passerez à héros fiers et sûrs de vous, qui est bon un truc scénaristique qui quand même a pas mal vieilli, et puis je trouve que le film se complaît un petit peu dans cette atmosphère-là très rétro, à la fois dans ses références musicales. Alors c'est étonnant parce qu'il y a une playlist musicale très rock, rock un peu de daron, quoi. Ça fait un peu film fait par des quarantenaires, même si c'est dédié à des enfants. Et je trouve que c'est dommage alors que, bon, moi je suis de la génération de Mario qui a plus grandi avec Mario Sunshine et Mario Odyssey, qui sont des jeux avec des univers beaucoup plus forts. On est beaucoup plus dans l'aventure. Là, je trouve que le côté monde réel était vraiment la partie la moins intéressante. Et surtout, Mario a du mal à avoir du boulot et sa famille se moque de lui parce qu'il est plombier. Genre vraiment, on en a vraiment rien à faire, quoi. Genre, c'est vraiment un truc pour rassurer un public auquel je m'identifie pas du tout, quoi. Bon, je trouve que quand même on peut noter que la 3D était particulièrement belle, l'histoire est vraiment assez entraînante, on s'ennuie pas du tout dans le film qui est hyper riche graphiquement et dans les très 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 nombreuses références à tous les jeux, tous les personnages, tous les mondes de Mario qui sont quand même très très divers. Et je trouve que pour une fois l'aspect jeu vidéo a été pas mal repris cinématographiquement avec des séquences de plateforme, des séquences de super pouvoirs temporaires qui sont bien mis en scène, et je trouve que ça a été pas mal géré, donc faut quand même le noter. Voilà. Mais bon, je sais pas, j'attendais quelque chose de plus, quoi. J'attends que ça nous amène un peu dans un autre univers, que ça prenne un peu des risques, et là c'est vraiment archi générique. Mais ça correspond un peu à ce que fait Nintendo depuis une dizaine d'années, de exploiter ses licences, lui rajouter un peu une saveur. Là on sent que c'est monté à l'américaine avec une origin story un peu comme on a dans les films Marvel depuis une dizaine d'années, donc voilà, vous ne serez pas surpris par le scénario de Super Mario Bros. Le film. Il y aura probablement une suite, on utilise une suite avec Yoshi bientôt, donc voilà. Ensuite, autre giga blockbuster. Suzume, film japonais de Makoto Shinkai, un réalisateur chevronné qui en est à son 7ème long métrage d'animation. Film assez long, je crois qu'il s'approchait des 1h40, 2h. La technique, c'est de la 2D extrêmement travaillée avec certaines aides 3D pour des foules ou des environnements, pour avoir des décors mouvants extrêmement réussis, hein, d'ailleurs. Et ouais, la technique 2D est hyper belle, quoi, avec une animation très très forte, des personnages semi-réalistes, dans le style animation japonaise qu'on connaît, mais avec cette fois-ci beaucoup de vivacité dans l'animation, qui est très léché, un travail visuel qu'on rapporte beaucoup au travail de Shinkai, avec des mouvements de caméra extrêmement complexes, très mouvants, dont on n'a pas l'habitude dans la 2D, et un travail de la couleur avec beaucoup d'effets environnementaux, de pluie, de soleil, de coucher de soleil, de nuages, de brume. C'est vraiment un festival graphiquement, comme tous les films de Shinkai qui ont vraiment
une patte graphique extrêmement colorée avec des fuchsias, des bleus, des couleurs comme ça, comme vous pouvez en voir sur l'affiche, qui sont très réussies. Le pitch est assez simple, c'est l'histoire de Suzume, une jeune fille qui a perdu sa maman dans son enfance et qui vit maintenant avec sa tante. Qui vit tout au sud du Japon, sur une petite île. Un jour, elle fait la rencontre d'un mystérieux inconnu qui cherche des portes à travers le Japon. Et il se trouve qu'elle se retrouve à ouvrir une de ces portes, qui est un peu comme la boîte de Pandore, qui retient une créature qui peut déclencher des séismes à travers tout le Japon. Et elle ouvre cette porte, et du coup elle se retrouve liée à l'histoire de ce jeune homme dont le métier est de fermer ces portes qui s'ouvrent à travers le Japon et qui peuvent déclencher des séismes. Les enjeux autour de ce film, ils étaient assez nombreux, pour deux raisons. Makoto Shinkai, c'est un des réalisateurs qui a le plus de succès au Japon depuis quelques années, ses deux derniers films étant Your Name et Les Enfants du Temps, qui étaient des énormes succès au box-office japonais mais aussi mondial, et qui est beaucoup reconnu pour ses portraits de l'adolescence moderne et ses films romantiques. La deuxième enjeu sur lequel on m'avait un peu prévenu sur ce film, c'est que depuis son film précédent, Shinkai, il a l'air de s'intéresser au phénomène de catastrophes naturelles et de changement climatique. Suzume en branche à fond là-dedans parce que il s'intéresse au séisme qui touche le Japon, et le départ du film et de la dramaturgie du film, c'est que la maman de Suzume meurt dans le tremblement de terre qui a touché le Japon en 2013, et qu'on connaît plus en France pour l'impact que ça a eu sur Fukushima. Et du coup, dans ce film, ce que lui essaie de mettre en scène, c'est un peu une réunification du Japon autour des dégâts de ce séisme, de montrer une jeune femme qui traverse le Japon du nord au sud pour fermer les portes qui sont toujours placées dans des lieux de souvenirs, là où il y a des gens qui ont disparu et qui ont été chamboulés par des événements climatiques et sismiques qui les dépassent. Et donc il y a un peu une vibe de digestion de ce trauma sociétal, et de le montrer sous la forme d'un récit d'aventure où on peut recomprendre le contrôle là-dessus et de redonner de l'espoir à tout le monde, hein. Et le film a été très bien accueilli par le public, ça a été un méga hit au Japon mais aussi à l'international, a été quand même beaucoup accueilli par la critique qui a salué toutes ses réussites techniques et qui a principalement critiqué le fait que Shinkai n'arrivait pas à aborder tout à fait frontalement cette ambition du film de parler du Japon post-séisme, post-Fukushima, mais puisqu'il le traitait sur un côté parfois très humoristique, sur un côté très fantastique, et qui parfois s'intéressait plus à son histoire amoureuse dans le film que vraiment ce rapport au deuil et à tendre la main vers les victimes du séisme. Donc il sort en France très très tard, hein, ça fait 6 mois qu'il est diffusé non-stop au Japon, et il sort chez nous mi-avril. Pour moi, j'étais assez content, je trouvais que c'était une vraie réussite, que c'était bien plus réussi que son film précédent qui était vraiment hyper confus dans ses intentions, qui mélangeait plein de choses mais qui ne traitait rien. Là, dans Suzume, c'est un peu plus concentré, même s'il y a le même défaut. C'est un film qui est hyper réussi dans son histoire, son portrait de Suzume est vraiment très réussi, je trouve. C'est une héroïne qu'on prend beaucoup de plaisir à suivre, dont on explore beaucoup la psychologie, tant son rapport à sa famille d'adoption, le deuil de sa maman, mais aussi ses nouvelles rencontres à travers le Japon, et aussi vers son histoire amoureuse quand même avec ce mec qu'elle rencontre. Visuellement, c'est magnifique, c'est vraiment absolument splendide, hein. Shinkai nous habitue à des choses très 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 jolies, mais là c'est vraiment encore plus beau que d'habitude, quoi. Et la musique était aussi extrêmement réussie, donc je m'y attendais, et c'est le cas, mais c'est vraiment très très cool. Euh, Ça m'a beaucoup fait rire d'avoir un personnage de beau gosse comme ce garçon-là qu'on suit, qui est complètement mis de côté pendant tout le film, mais ça faisait un peu plaisir d'avoir une histoire amoureuse vue d'un point de vue féminin. Aussi, j'ai trouvé que le film était un peu confus dans ses enjeux, parce qu'il quand même mélangeait énormément de trucs. C'est un film de romance, mais c'est aussi un film sur le deuil, mais c'est aussi un film fantastique où on peut empêcher les séismes en fermant des portes et grâce au pouvoir de l'amitié. Et donc des fois, c'est un peu... ça mélange des tons qui sont un petit peu complexes. Et voilà, comme ça s'adresse à des sujets très réels, je pense, ça aurait mérité quand même plus de précision. Je trouve que c'est un côté très agréable, parce que c'est un road trip,
Et donc il y a un côté voyage et carte postale de tout le Japon qui est assez cool, parce qu'on voit beaucoup le Japon urbain et tokyoïde. Et là, on voit beaucoup plus des petites villes, des arrêts, sur les arrêts de Suzume, du Japon reculé, et des portraits de gens un peu plus du commun et un peu moins exceptionnels que on peut l'avoir dans d'autres films. Et voilà, et puis voilà, je crois que le message final de réconcilier son souvenir avec le présent était quand même assez chouette. Donc voilà, bon film cool. J'ai vraiment bien aimé Suzume, je vous le... Voilà, ça parle oui, pas mal du Japon moderne. C'est un film qui est très actuel, et c'est aussi un film d'un réalisateur qui est à fond, un bon moment de sa carrière. Donc si vous aviez aimé Your Name, vous adorerez probablement Suzume. Il y avait ce même délire, alors je pense que ça doit être basé sur un conte mythologique japonais que je connais pas, mais d'avoir derrière les portes dans Suzume, il y a une espèce de ver géant qui, quand il se met en colère, déclenche les séismes, et il y avait exactement la même histoire dans Saut l'aveugle, femme endormie. Du coup ça m'a fait un peu rire d'avoir deux films qui traitent du même sujet en animation qui sortent à un mois d'intervalle, mais qui sont quand même qui sont quand même très très opposés dans leur traitement. Là où Suzume est vraiment dans l'espoir, la reconstruction, accepter la perte et se retrouver avec les autres. Sous l'aveugle femme endormie est vraiment dans la névrose, se retrouver avec soi-même, mais ne pas rentrer en contact avec les gens et un peu plus désabusé quoi. Euh, c'est le premier film de ce réal que je vois, je trouve qu'on a quelques effets dramatiques un peu incompréhensibles, du genre le chat noir qui apparaît quand la tante extérieure sa frustration à Suzume. Ouais, ok, oui, je vois tout à fait le milieu du film est un peu mou. J'ai ressenti ça aussi parce que c'est Suzume arrive quelque part, elle rencontre des gens sympas, une porte s'ouvre, il faut aller la fermer. Et il y a genre cet enchaînement de scènes 3 fois avant qu'elle arrive à Tokyo où là le film fait un peu son twist très shinkaien Mais oui, en fait la première demi-heure est vraiment hyper réussie parce qu'elle pose des enjeux très vite et du coup on s'y perd un peu dans le milieu du film qui est moins dense. Oui, l'aller est beaucoup plus... Dans Suzume, l'aller fait 1 heure et demie et le retour fait 2 minutes. C'est ça les trains japonais, ça va très vite. Bon, on va dire que c'est tout sur Suzume. Troisième film dont je voulais parler, c'est Le Royaume de Nala de Ole Malamud, Oleksandra Ruban et de Jaroslav Wojciech. Le Royaume de Nala, c'est un long métrage d'animation 3D ukrainien qui dure 1h30, qui nous raconte du coup l'histoire conflictuelle entre le royaume des esprits de la forêt et le village voisin, avec qui ils sont en conflit depuis des années suite à une trahison des humains envers les esprits de la forêt. Et comme protagoniste dans ce monde en conflit, nous avons donc Naya, une espèce de dryade nymphe de la forêt très naïve et innocente, qui va tomber en fascination devant un personnage de musicien qui est humain et qui se retrouve sur le royaume des esprits de la forêt par erreur. Et donc c'est un film qui va traiter de la réunification de ces deux peuples, alors que soudain, il y a une menace du côté des humains qui veulent accéder aux sources de la vie, le lieu le plus sacré du royaume des esprits de la forêt. C'est fait dans une technique 3D qui est très virtuose, qui clairement cherche à concurrencer des productions américaines dans ses ambitions graphiques, avec un rendu très réaliste des forêts et des liquides, avec beaucoup de personnages, avec une intrigue très grand public jeunesse, et voilà, des personnages très disneyens dans leur chara-design. Les enjeux du film sont assez simples. C'est un long métrage d'un pays, l'Ukraine, qui produit assez peu de longs métrages et assez peu de longs métrages en direction de l'international, donc c'est une sortie qui était assez importante. Ça vient aussi évidemment dans le contexte du conflit entre l'Ukraine et la Russie, parce que le film a fini sa fabrication et sa production pendant le conflit, donc c'est un moment un peu particulier pour ce film, même s'il ne traite absolument pas du sujet, on est obligé de le placer dans son contexte. Le but de ce film, c'est probablement de montrer à la fois la culture ukrainienne internationale, mais aussi de montrer qu'on peut faire un grand succès jeunesse en 3D dans un pays comme l'Ukraine, qui est moins un leader dans le cinéma et dans le cinéma d'animation. Il y a eu un retour public assez important, le film a vraiment bien fonctionné, il y a eu des retours plutôt positifs sans crier au chef-d'œuvre dans la presse.
De mon côté, moi, Le Royaume de Naya, c'était un projet qui m'attirait pas du tout, parce que à la fois dans l'histoire et dans le graphisme, c'est quelque chose que j'avais l'impression d'avoir vu énormément de fois. Genre, c'est un film qui est très générique, quoi. On peut le comparer à de très nombreux autres films, et ce serait pas forcément le gagnant de la comparaison. Mais il se trouve que je l'ai vu dans vraiment un très très bon cadre, parce que je l'ai vu en version ukrainienne, avec les voix ukrainiennes, et je l'ai vu à l'occasion d'une séance spectacle dans le cinéma auquel je vais, avec la présentation d'une association qui est en ukrainienne, donc je n'ai pas entendu, donc je ne pourrais pas vous retranscrire ici. Mais il y avait vraiment beaucoup d'émotions d'énergie dans la salle, avec du coup la communauté ukrainienne de ma ville qui était là, avec beaucoup de familles, beaucoup d'enfants qui étaient contents de se voir représentés à l'image, et qui ont applaudi à la fin du film, qui ont commenté et crié pendant le film, pendant les scènes très émouvantes. Et en fait, c'est quelque chose qui, bon, m'arrive assez peu au cinéma. Genre, les expériences que j'ai généralement, c'est dans des festivals où il y a beaucoup de monde, ou par exemple, la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était dans les films Marvel, ou dans des scènes très iconiques, les gens sifflaient ou applaudissaient. Mais généralement, j'ai pas trop l'expérience de ça au cinéma, et c'est vrai que ça m'a mis vraiment dans une certaine émotion de voir en fait le public à qui était destiné ce film, c'est-à-dire des personnes ukrainiennes qui avaient envie d'avoir une belle histoire d'un conte traditionnel amené à l'image. Du coup, ça m'a laissé vraiment un feeling assez positif sur le film. Et l'identité ukrainienne, elle est vraiment là dans le film, avec à la fois, bon, les voix, cette approche folklorique. Alors, je ne sais pas dans le graphisme si les esprits de la forêt sont très près des esprits du folklore ukrainien, ça je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, dans la musique et dans les costumes de tous les personnages humains, c'est vraiment très très présent cette identité culturelle, et c'est cool de voir des vrais costumes, les belles robes rouges et blanches, les motifs et les musiques traditionnelles, ça c'est cool quoi. Malgré tout, malgré tout, je vais pas vous survendre le film parce que il y a vrai beaucoup, beaucoup de films sur exactement les mêmes créneaux de sujets et de graphismes. Faut quand même noter qu'il y a un truc très assez malaisant, c'est les chara-design des personnages. Tous les esprits de la forêt sont des formes d'arbres ou de plantes, sauf les personnages féminins, qui sont trois nymphes et Naya, qui sont, elles, des femmes top modèles, avec une taille de guêpe et des jambes de modèle, et c'est un peu malaisant actuellement d'avoir un chara-design aussi genré et aussi générique de... Enfin, c'est vraiment des pures poupées Barbie, hein, quand vous voyez les assemblées de personnages de la forêt, c'est complètement ridicule, puisque tout le monde est un design très plante, sauf 4 top modèles qui se baladent là-dedans. C'est très, très... C'est un peu perturbant, c'est vraiment en plus le chara-design très disneyen, visage très fin, très grands yeux, taille très fine, c'est un peu malaise. Et du coup voilà, je trouvais que le film était pas marquant pour nous, un public qui sommes très habitués à des productions Disney, Pixar, DreamWorks, qui sont très centrées là-dessus depuis des années, et qui ont un peu en partie renouvelé, dépassé tous les défauts que peuvent avoir ce film quand on le met en comparaison. Et donc voilà, c'est pas un film qui m'a particulièrement marqué, et dans ses thèmes, son traitement, son graphisme, n'est pas révolutionnaire. Mais je voulais quand même en parler de manière positive. Et puis il y a quand même pas mal de trucs qui m'ont un peu plu dedans, qui sont le chat grenouille, qui est le personnage du sidekick animal rigolo, qui est quand même qui a un chara design pas mal du tout, et qui a du sound design vraiment très marrant. Et aussi il y a un personnage qui m'a beaucoup fait rire, qui est le personnage de Froll, qui est le sidekick de la très grande méchante, qui elle aussi est une femme d'affaires très apprêtée. Et par lui, du coup, le Froll, qui est le sidekick très fabulous, qui parle français dans le film, en version ukrainienne, et qui est un espèce de... dans un costume impeccable de grande mode, et son objectif à lui, c'est de conquérir la source de la vie et devenir maître du monde pour pouvoir fonder une filiale de mode pour faire des sous-vêtements masculins en velours et en cuir, parce que même les hommes méritent ça. Et ça m'a fait un peu rire, ce genre de personnage très, très, très grandiloquent. Mais c'est un peu un des highlights du film, où c'est le même souci que dans Super Mario Bros. Les persos principaux sont tellement génériques qu'on s'attache un peu plus aux persos secondaires. Voilà, bon, j'ai fini le royaume de Naya, et ça m'a juste donné envie de regarder Mononoke, parce que bon, des histoires entre les humains et la forêt, Mononoke, ça reste, ça reste le meilleur. Donc vous pouvez le voir, la 3D est quand même très, très riche et très aboutie, même si bon, moi je trouve que le parti graphique est pas
hyper fort parce que dans les couleurs et dans le traitement de la lumière et des fluides, on est quand même dans de l'archi classique, un peu réaliste, qui va pas au bout des trucs. Mais voilà, donc là vous avez Naya, la petite dryade de la forêt qui soigne les petits animaux. La tête des personnages gâche tout. Ouais, on s'y fait pendant le film, mais mais c'est vrai qu'ils sont un peu classiques. Ça m'a fait marrer, étrangement, ça m'a fait repenser à Wendell et Wild, parce que le film est découpé et traité, on est vraiment dans des clichés d'il y a un peu 10 ans, de une histoire d'amour, mais finalement de trahison et une bataille finale où tout le monde s'embrouille, mais finit par devenir tous amis à la fin. Il y a un peu ce truc de... On peut régler des enjeux sociétaux très complexes avec juste une histoire d'amour et une petite bataille finale où on finit par entarter la grande méchante. Euh, je trouve que maintenant la production générale c'est un peu plus recentré sur des récits un peu plus concentrés, des histoires familiales, des histoires folkloriques, on revient sur des contes un petit peu plus basse échelle. Voilou. Bon, si vous le voyez en VOD ou en DVD quelque part, ça peut être marrant. Je pense que c'est un bon jeu, c'est un bon film pour faire des jeux à boire en mode bon, quel cliché tu vas nous sortir là le film, parce qu'ils sont absolument tous dedans. Film sympathique, il faut soutenir quand même le cinéma étranger et ne pas forcément le comparer à des mastodontes de l'animation qui... Ensuite, j'ai eu quelques retours de votre part sur le film Seul aveugle, femme endormie. Film un peu intéressant parce que une animation adulte adaptée de Murakami, donc un très grand romancier japonais. Film du coup d'histoire japonaise mais fait en France. Assez long, dans une technique de 2D assez raffinée, basée sur de la rotoscopie. C'était réalisé par Pierre Foldès, donc Foldès, pardon, un Français. Et voilà, c'était dirigé à un public adulte, mature, hein, plutôt, c'est trentenaire, quarantenaire, voire cinquantenaire, quoi, comme les héros et héroïnes du film. Je n'avais parlé plutôt de manière positive parce que j'avais très vite fait le deuil de la représentation dans ce film et j'avais beaucoup segmenté dans ma tête les différentes histoires parce que c'est un peu fait de la manière d'un un recueil de nouvelles avec des histoires très séparées et il y avait quelques histoires que j'avais beaucoup aimées avec le vœu non réalisé et l'histoire d'un fonctionnaire qui était contacté par une grenouille pour empêcher les séismes du Japon qui était vraiment très amusante à suivre. Mais on m'a fait plein de retours de différentes personnes qui m'ont dit que le film leur avait vraiment pas beaucoup plu, qu'ils avaient trouvé ça vraiment très prétentieux, que le male gaze qui était très présent dans le film, donc la manière dont sont mis en scène, dessinés et filmés les personnages féminins était vraiment très mauvaise, je l'avais souligné dans ma présentation. Mais c'est vrai que ça entache beaucoup le film parce que l'histoire principale du film, c'est une histoire de divorce avec un mari qui ne comprend pas pourquoi sa femme a divorcé. Donc c'est un peu un film à charge sur le personnage féminin. Donc il y a vraiment un sous-texte un peu sexiste dans le traitement de ces personnages féminins dans le film qui fait ça, qui est déjà présent dans l'œuvre de Murakami, mais qui n'a pas été du tout effacé et qui aurait même plutôt été amplifié par la manière dont ça a été filmé dans le film. Donc voilà, j'ai eu ce genre de retour, donc je voulais aussi les communiquer parce que mon avis c'est que mon avis et votre avis aussi il est important, donc je voulais pas. Voilà, le film a fini son exploitation en salle, a eu des retours critiques plutôt positif où tout le monde a salué ce graphisme et un film d'animation qui parle de sujets adultes avec dans un style un peu fantastique, pas mal d'idées visuelles cool, ça a été plutôt salué par la critique, mais bon, le succès en salle a été assez modéré autant que je le sache. Et il y a quand même un gros sujet sur ce film dont je n'avais pas du tout parlé et sur lequel je veux revenir maintenant. C'est un sujet qui a rapport avec la fabrication du film que je n'avais pas noté. Je vous l'avais dit, la fabrication du film a été faite en rotoscopie, ça veut dire qu'on a filmé des actrices et qu'on a redessiné par-dessus pour faire le film. Et quelqu'un m'a dit que malheureusement, il y avait eu un vrai problème de whitewashing dans ce film, car les actrices qui avaient été utilisées pour faire la rotoscopie n'étaient pas des personnes japonaises, mais des personnes, en tout cas des personnes blanches. C'est un vrai gros problème. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Parce que, bon, le whitewashing, c'est un gros sujet dans le cinéma depuis quelques années. Soit ce que je viens de vous dire a dû beaucoup vous révulser, soit vous voyez pas trop de quoi je parle, donc je vais m'expliciter. Le whitewashing, c'est un terme pour signifier que des personnages d'une certaine origine ethnique ou géographique
genre une personne arabe, une personne bulgare, une personne américaine, enfin native américaine, ont été remplacés ou joués par une personne d'une autre ethnie. Et ça pose un gros problème parce que le whitewashing, ce remplacement, il se fait toujours dans un sens avec des personnes racisées qui sont remplacées par des personnes blanches. C'est un problème qu'on a eu beaucoup dans le cinéma, par exemple. Pour rester dans le domaine de l'animation, il y avait le film Ghost in the Shell, américain, qui avait été fait où l'héroïne principale, qui est une femme japonaise qui s'appelle Motoko Kusanagi, avait été jouée par Scarlett Johansson, qui est une actrice américaine blanche, ce qui posait beaucoup de problèmes parce que c'était l'identité du personnage qui était remise en cause par le fait qu'on la change de nationalité. Hein. Surtout que le film savait qu'il faisait un truc pas bien parce qu'il le twistait dans son scénario, mais voulait quand même avoir une actrice connue du cinéma américain pour la mettre dedans. Là, on est dans un cas un peu plus spécifique à l'animation. On a le storyboard ici, qui est joué par des actrices blanches, donc non japonaises, en film, et qui sont ensuite redessinées donc en trait ici, pour avoir la position de leur corps et de leurs membres, mais du coup, comme ce ne sont pas des personnes japonaises, elles n'ont pas des traits de personnes asiatiques, et donc on est obligé de leur mettre un modèle 3D sur le visage pour avoir une base de visage pour pouvoir animer ensuite. Donc c'est un peu chaud quoi. C'est vraiment grave, ça veut quand même dire que a été trouvé un espèce de torsion pour avoir des faciès japonais sans faire jouer des personnes japonaises. Ça, c'est un peu chaud. En plus, c'est absurde parce que quand vous faites un film moderne qui se passe dans le Japon moderne et que vous avez accès à des actrices du Japon moderne, bah forcément votre film il va gagner en qualité parce qu'il y a plein de codes sociaux, d'expressions, de manières de jouer et de dire les choses qui vont forcément être connues que par des personnes japonaises et pas par des personnes non japonaises. Ça pose aussi un problème sociétal et de l'industrie qui est que du coup c'est plus dur pour des personnes racisées, pour des personnes étrangères de trouver des boulots dans des métiers comme ceci, hein, d'actrice en France, de cinéma. Et donc bah si même pour des rôles de personnages japonais on n'utilise pas des personnes japonaises, genre elle est où la place des personnes, parce qu'on sait très bien que le discours inverse qui va être fait c'est que quand on fait un film sur la France, on va vouloir avoir des personnes françaises, blanches dans le film parce que c'est ça qu'on attend d'un film français. Et donc en fait, c'est un problème fondamental d'inclusivité et de représentation qui est dans ce cas-là. Et là où dans d'autres configurations, on se sert que de références visuelles pour animer genre un mouvement d'un personnage secondaire ou ce genre de choses, quand on a des personnages d'une certaine nationalité, d'une certaine ethnie, on a vraiment un devoir moral en tant que travailleuse du cinéma de bien faire notre casting et de bien recruter les gens, voilà quoi. Donc c'était vraiment un truc sur lequel je voulais revenir sur Seul aveugle, femme endormie. Mais voilà, je voulais parler quand même de ce sujet-là qui m'est revenu après ma critique et dont je voulais parler. Mais en tout cas, c'est un film qui fera un peu date, parce qu'on dans les prochaines années, on a pas mal de films qui s'intéressent au Japon moderne et moins moderne, qui vont être fabriqués entièrement en France. On avait eu Le Sommet des Dieux, qui avait été fait adapté de Taniguchi il y a un an et demi, qui avait été beaucoup plus fédérateur, en tout cas dans sa réception critique. Là, Seul aveugle, femme endormie, je pense que c'est un peu un film qui a loupé le coche. Autre grosse sortie, Mad God de Phil Tippett. Mad God, c'est un film américain. Je suis quasi certain que c'est américain, mais je crois que le film a été produit dans plusieurs endroits, donc on va dire les deux. C'est un film de 1h24, donc un film assez court. En animation, on a souvent des formats courts comme ça, parce que l'animation, c'est cher. La technique, c'est un mélange de techniques, c'est principalement de la stop motion, mais il y a aussi de la prise de vue réelle et des animations mixtes. Je ne crois pas avoir vu de 3D, mais il y a beaucoup d'effets de compositing et de particules et de matte painting. Donc c'est un film qui est vraiment intéressant pour sa diversité technique. Le pitch de Mad God, il est assez simple parce que le film est très peu scénaristique. C'est l'histoire d'un type avec un casque, un masque à gaz qui descend du ciel dans une capsule et qui doit aller sur Terre pour y déposer une bombe pour détruire la Terre. Ça s'inscrit dans la mythologie de la tour de Babel. Donc les humains sur Terre ont été orgueilleux, ils ont voulu égaler Dieu et donc ils ont construit une tour pour atteindre les cieux, mais pour les punir de leur orgueil, Dieu leur envoie des calamités pour les punir.
Et donc Mad God, ça a ce pitch-là, et c'est à peu près tout ce qui se raconte dans ce film. Les enjeux de ce film, ils sont assez nombreux. C'est un film dans des techniques rares, de la stop motion et des mélanges de stop motion et de prise de vue réelle. C'est aussi un film qui est en production depuis extrêmement longtemps, puisqu'il a commencé sa fabrication en 1987, donc il y a 25 ans de cela. Il a été réalisé par Phil Tippett, qui est une grosse référence des effets spéciaux et de la stop motion, parce qu'il a fait des effets spéciaux dans beaucoup de films, comme très grosses productions hollywoodiennes, comme les films Star Wars, comme les Jurassic Park, beaucoup des effets animatroniques et stop motion qu'on connaît. Et pour lui, c'était un projet de cœur, Mad God, qu'il a commencé à réaliser dans les années 90, mais qui est tombé en grosse panne de financement, il me semble. Et du coup, sur les 7-8 dernières années, il a fait plusieurs campagnes de financement participatif et de pré-diffusion de morceaux du film pour arriver à faire financer l'autre partie. Du coup, c'est un film qui est aussi complexe parce qu'il a des parties qui ont été tournées à des périodes très différentes, donc on voit vraiment des changements techniques dans la création du film. Enfin, pour faire simple, en 80, on tournait encore en grande partie sur pellicule, en 2020, il y a quasiment plus aucun film qui sont faits sur pellicule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc il y a beaucoup de changements graphiques dans le film. L'accueil du public a été plutôt positif. Tout le monde salue l'énorme performance technique du film, qui est quand même extrêmement unique dans son approche de l'horreur et du fantastique, très graphique, très visuel, très organique. C'est un des gros points forts de la stop motion là-dessus, et la complexité des modèles et des environnements très industriels, post-apocalyptiques. Quand même, tout le monde a beaucoup signalé que le scénario était extrêmement simple, voire creux, et qu'il était vraiment plutôt un prétexte à ce délire visuel et sonore qu'est le film. Donc c'est un film un peu découpé aussi d'ailleurs en film d'exploration, donc ce qui vous tient en haleine pendant le visionnage, c'est plutôt c'est quoi le nouveau monstre, c'est quoi la nouvelle environnement, qu'est-ce qui va se passer de complètement inattendu ici. Mais bon, c'est clairement un film qui va être aimé par un public de gros passionnés de ce type de technique et qui va complètement passer au-dessus du public généraliste. Et il avait été d'ailleurs diffusé en priorité sur des plateformes de VOD dédiées à l'horreur comme Shutter, et on en aura une petite sortie en salle actuellement. Je pense pas qu'il restera plusieurs semaines, donc si vous avez l'occasion de le voir avec le pitch et le graphisme vous dit quelque chose, ça pourrait vous intéresser. Pendant que je vous montre des images qui sont l'intérêt principal de ce film, je vais vous dire un peu mon avis dessus. Déjà, c'est cool que ce film existe, parce que il coche des cases assez rares en animation, qui sont l'animation d'horreur et d'épouvante, qui sont l'animation stop motion, qui est quand même un média assez rare. Avant de voir les images, quand même, c'est un film qui est particulièrement violent graphiquement. Pas trop psychologiquement, mais violent graphiquement, donc il y a beaucoup de sang, d'organes, d'explosions. Donc si ce genre de visuel vous dégoûte un peu, ne regardez pas l'écran pendant quelques secondes et peut-être n'allez pas voir le film. Voilà, bon, vous voyez un peu le graphisme de l'industriel, du métal, du béton, des personnages fous et torturés, des mélanges de choses. Voilà, c'est un peu un film jusqu'au boutiste. Moi, je vais me rallier un peu à l'avis général, qui est que c'est une expérience visuelle qui est très intéressante et très riche, mais même si le film est court, pendant 1h30, on s'ennuie un petit peu. Il y a un très gros ventre mou au milieu du film, qui est un peu dommageable, et même si c'est très virtuose et impressionnant, on peut quand même critiquer que le film n'arrive pas surtout avec le temps de réflexion qu'il a eu, qu'il arrive à cette forme finale un peu pauvre scénaristiquement, quoi. Et même quelque part un peu graphiquement, parce que le milieu du film est quasiment un remake du début du film, avec... dans le début du film, on voit un premier gars qui descend peu à peu aux enfers, et il y a 20 minutes au milieu du film qui sont exactement la même chose, mais filmées genre 15 ans plus tard, avec une nouvelle caméra, avec un peu de nouveaux effets spéciaux. Si on n'est pas très très adepte de cette esthétique, on peut vraiment beaucoup rester sur sa faim. Quand même, il faut saluer la musique et le sound design. Bon, généralement, dans ce genre de film où vous avez moins à manger sur le scénario, vous pouvez vous concentrer sur d'autres aspects techniques du film. Et voilà, Mad God le fait quand même très très bien. Et puis voilà, moi j'ai quand même un petit kiff pour l'univers, la manière dont il représente certaines mythologies, dont il représente certaines choses. Il y a quand même des questions à se poser sur le vrai sadisme du film, qui aime bien faire exploser des choses et couper des trucs dans tous les sens. Et aussi il y a quelques reprises esthétiques. Bon, je vous ai dit que c'était un peu beaucoup inspiré du
du christianisme avec le mythe de Dieu qui veut se venger de la terre. Mais il y a aussi des références à un peu de l'ésotérisme et des religions sans trop les nommer. Et j'étais assez surpris parce qu'il y a vraiment une vibe visuelle de la Première Guerre mondiale qui est assez présente dans le film avec les équipements, les masques à gaz des armées. Et vraiment, je me suis demandé si on avait accepté que, comme la guerre de 14-18, c'était il y a plus de 100 ans, on pouvait l'intégrer en termes d'esthétique et même le traiter de manière un peu mythologique, en le mélangeant à une histoire de combat divin, de reprendre des esthétiques militaires comme ça. Alors je savais pas trop quoi en penser, mais voilà. Bon, comme je disais, je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, si vous l'avez vu, est-ce que vous avez pensé, je pense que ça sera restera un film pour un public très précis, intéressé par du cinéma expérimental, du cinéma d'horreur, du cinéma stop motion, donc on rentre dans des cases un peu précises. Mais voilà, c'est intéressant que ça existe, et puis pour le coup, c'est un film qui était essentiellement financé par des fans sur internet et par la volonté d'un réalisateur acharné à monter ce projet, donc on peut saluer la performance. On peut être moins critique sur la place industrielle que ça pourrait prendre par rapport à des films traitant d'autres sujets ou d'autres choses, quoi. C'est vraiment un film du cœur, ça se sent dedans. Et d'ailleurs, c'est un peu intéressant parce que on sent aussi que la production du film a influencé certaines scènes du film avec des symboliques intéressantes sur l'argent et le meurtre de l'artiste. Dans l'enchaînement de Mad God, je vais passer à... je vais faire une mini entorse. Je vais vous parler de Beau is Afraid de Ari Aster, qui n'est pas un film d'animation, mais qui a un segment d'animation assez long dans le film, qui dure une vingtaine de minutes, ce qui est peu par rapport aux 3h02 que dure le film. C'est un film américain, thriller horrifique, dramatique, réalisé par Ari Aster, qu'on connaît beaucoup pour des films d'horreur comme Midsommar, Hérédité. Le pitch est le suivant. Beau, c'est un quarantenaire, cinquantenaire qui a l'air d'être perdu dans la vie, qui souffre de troubles psychologiques que le début du film nous laisse un peu entendre liés à sa naissance ou à une condition génétique, qui, maintenant qu'il est adulte, après une séance de psy, doit aller rendre visite à sa maman, qui est assez loin. Commence pour lui une espèce de descente aux enfers, grande crise de paranoïa sur 2h50, sur 3h. Les enjeux autour de ce film, ils sont assez simples. C'est un thriller horrifique très long. C'est dans la lignée d'un réalisateur assez connu dans son domaine, Ari Aster. C'est produit par le studio A24, qui est un studio assez jeune hollywoodien qui propose des films de genre avec un traitement un peu nouveau. Et voilà, du coup, beaucoup de gens attendaient ce Beau is Afraid, notamment aussi parce que c'est Joaquin Phoenix qui tient le rôle titre de Beau. Et voilà, tout le monde voulait savoir est-ce que ce serait du lard ou du cochon, de quoi allait parler le film, est-ce qu'il allait être à la hauteur des films précédents de Ari Aster qui avaient été très appréciés, est-ce qu'il serait particulièrement horrifique ou pas. Pour l'instant, le film est sorti très récemment, donc je ne peux pas vous donner l'accueil public et l'accueil critique, donc je vais vous donner juste très rapidement mon avis. Je trouve que le film a plein de problèmes et certaines qualités que moi j'apprécie particulièrement, mais qui, je pense, suffisent pas forcément à sauver le film, ou à le rendre accessible au grand public. Ce qui est intéressant pour moi qui aime beaucoup le thriller et le cinéma d'horreur, c'est que c'est un film qui prend son parti pris de montrer toutes les terreurs de son personnage principal de manière très développée, assez intelligente, avec une gradation intéressante où on commence par des peurs très générales comme la peur qu'il y ait un inconnu qui rentre chez vous, la peur que votre psy vous juge, la peur que de vous faire agresser dans la rue, la peur de perdre les clés de chez vous. Ce sont des peurs un peu générales, mais des peurs inconscientes. Et plus le film va avancer, plus il va aller dans des terreurs psychologiques et philosophiques assez profondes sur la peur de ne pas se faire confiance à soi-même, que des inconnus veuillent vous mentir, que vous soyez en perpétuellement poursuivi, que peut-être que votre maman elle ne vous aide pas, vous aime pas et qu'en fait elle vous déteste. Et voilà, je trouvais que le portrait, la description que le film faisait du trauma dans l'enfance et comment il impactait notre perception du monde était assez juste, même si traité très dans le fantastique, l'extravagant, et donc peut-être qu'une autre personne que moi vous dirait que le film est assez psychophobe.
Voilà, et je trouve que les rôles féminins sont assez décevants dans ce film parce qu'on rentre dans des rôles assez essentialisants de la maman, la copine, l'adolescente psychotique, qui sont, bon, des trucs qu'on a déjà vus et qui sont un peu sexistes puisqu'il n'y a aucun... Bon, même si tout le monde est horrible dans ce film, on sent que les aspects, la partie féminine de certains personnages rentrent dans l'inquiétude de notre héros, notamment par l'infirmité, parce que c'est la peur du sexe, la peur de la non-reconnaissance de la mère, la peur d'être accusé de choses qu'on n'a pas fait par une adolescente. Donc voilà, des trucs un peu qui sont pas forcément bien traités dans le film, je voulais noter ça aussi. Il y a une scène de sexe particulièrement mauvaise dans le film, qui est vraiment relou. Mais bon, moi, les aspects que j'ai bien aimés dedans, c'est voilà, sa représentation horrifique. Il y a un truc assez intelligent dans le film, qui est monté un peu comme un film énigme avec beaucoup d'écho dans sa mise en scène et dans son découpage, dans ses symboliques. C'est un truc pour lequel Ari Aster est assez connu de cacher beaucoup de petits détails symboliques qui arrivent là dans ce film. Minute 3, on entend un truc qui va revenir minute, minute 150. Et voilà, il y a par exemple une scène assez marrante au milieu du film où le personnage passe un film en accéléré sur la télé, et ce film, c'est le film Boys Afraid. Et donc il y a cette espèce de terreur cosmique on a l'impression que notre vie peut être résumée à un film sur la télévision, et le film et le personnage voient son propre futur, qui, je ne vous le spoil pas, est assez difficile, et qui sera comme une prophétie autorisatrice dans le film, ce qui est assez intéressant. Et ouais, moi j'ai bien aimé faire ce petit jeu de mise en scène. C'est quelque chose que j'aime bien, mais qui, si vous n'êtes pas moi, peut être très désagréable, parce que ça donne un aspect très prétentieux au film de je maîtrise absolument tout, je comprends tout, c'est hyper virtuose. C'est aussi un film qui est hyper référencé. Kubrick, Fincher, un peu Jordan Peele avec une séquence qui rappelle beaucoup Get Out, tout ça. Bon bref, voilà, c'est un film qui fera parler de lui. Moi je vous le recommande pas forcément, même si j'ai trouvé des trucs intéressants. Et la séquence d'animation au milieu du film, c'est une séquence en mélange de rotoscopie et d'animation 2D qui est plutôt joliment fait, qui est d'ailleurs la seule séquence non stressante du film, et qui se sert de l'univers théâtral pour raconter des choses, et qui est assez jolie. C'est assez cool d'avoir des séquences d'animation dans des longs métrages. C'est assez cool d'avoir des séquences animées dans des longs métrages. Généralement, c'est pour des scènes de rêve, de cauchemar, ou parfois des scènes d'action qu'on peut pas représenter à l'image parce qu'elle serait irréaliste, ou parce qu'on a besoin de la distance que peut créer l'animation par rapport à un film en réel. Donc voilà, le film fait ce style-là. Ah, je sais pas si je peux vous passer la musique très forte parce que c'est une musique full copyrightée dans le trailer. Donc voilà. Mais bon, c'est un peu crise d'angoisse le film pendant 3h30. Du coup, y allez-y assez préparé, parce que vraiment, il y a moyen que vous fassiez une réaction assez épidermique à, à ce film. Voilà. Ouais, c'est typiquement ce genre de truc. Beaucoup de gens qui crient. Et bon, il y a la petite signature Ari Aster avec... Bon, un truc qui résume bien le cinéma de Ari Aster, c'est qu'il y a beaucoup de crânes explosés dans ce film, qui est un peu une signature de Ari Aster, étrangement. Voilà, je vous mets pas plus d'images. Avant de passer à mes deux films finaux, qui sont les films qui m'ont le plus marqué dans ces derniers mois, dont je voulais vous parler, je voulais remettre un petit peu en revue d'autres films dont j'avais parlé ici, et qui sont un peu des petits exemples de ce que c'est le long métrage d'animation actuellement. S'il y en a quelques-uns sur lesquels vous voulez dire un mot, c'est le moment. Donc voilà, j'ai fait la petite sélection jeunesse avec Le Petit Hérisson dans la brume, Pierrot Pierrot, Valentina, La naissance des oasis et Contes de printemps, qui est le cinéma petite enfance qu'on a beaucoup en France sous la forme de courts-métrages ou de moyens-métrages, qui sont des séquences enfants pour faire découvrir le monde et certains questionnements aux enfants, comme la nature, comment on s'occupe de la nature, qu'est-ce que c'est que la liberté, euh, qu'est-ce que c'est que se sentir différent, qu'est-ce que c'est que être en deuil. C'est des films qui parlent beaucoup de ça, et c'est une grosse partie de la production en animation. Moi je vous recommande principalement sur Le Petit Hérisson dans la brume, qui est un court-métrage historiquement très important, et j'avais plutôt bien aimé Valentina aussi, qui était un film qui était important pour la représentation
et qui était sympathique. Aussi, autre axe de l'animation ces derniers mois, on a les productions plus jeunesse, enfants plus de 8 ans, 8-10 ans, avec toujours des grosses productions 3D très généralistes, qui sont pas les films que moi je vais voir le plus, donc je ne vais pas trop vous en parler, mais qui sont des films un peu fabriqués avec un certain désir commercial, quoi. La course aux œufs, c'était le film qui sortait pour les vacances de Pâques, pour emmener les enfants au cinéma voir des films 3D avec des chara design un peu lessivés et tout ça. Deux autres films plus ados que j'avais bien aimés. Il y avait Le Secret des Perlimes des Aléa Breu qui était assez sympa, qui parlait de différences et des rôles sociaux pour les enfants de manière très jolie visuellement et assez intéressante, un bon film à twist. Et une grosse sortie dont je vais pas parler ici parce que c'est pas vraiment un long métrage, c'est parce que c'est un condensé d'épisodes d'une série d'animation, c'est Demon Slayer, En route vers le village des forgerons, qui est un long métrage d'animation japonaise d'une saga à très très grand succès qui est sorti en France pour un peu faire du beurre sur une saga qui fait déjà beaucoup de beurre. Un nouvel exemple d'une animation 2D extrêmement poussée à fond dans la direction de la mise en scène d'action et d'arts martiaux. C'est très impressionnant visuellement, dans la mise en scène, les mouvements caméra, les FX, l'action, le storyboarding d'action. Voilà, en termes de scénario, ça reste une histoire d'action assez classique. Et un dernier axe qui est assez intéressant, dont je vais parler, c'est plus des films qui ont un traitement historique pour raconter des histoires avec plutôt un public jeunesse, mais qui sont plus les fameux films à destination de la famille pour apprendre des choses en s'amusant un peu. Tout cela, j'en ai parlé ici, sauf Dunia. Donc, il y avait Nayola qui parlait de la guerre civile en Angola, plutôt destiné aux adultes, interdit aux chiens et aux Italiens, qui était en stop motion, dans une stop motion assez jolie qui parlait de l'influx de la vie d'une famille d'immigrés italiens au cours du XXe siècle en France. Il y avait Titina, un film qui s'accroche à cette émission, je ne sais pas pourquoi, qui nous parlait de la conquête des pôles par une collaboration entre la Norvège et l'Italie. Qui était un film assez ambitieux et dont j'avais tiré quelques trucs intéressants. Et il y a Dounia, la princesse d'Alep, qui est un film français, qui est le portage en long métrage d'un court métrage, enfin d'un moyen métrage français, qui parle même chose d'un parcours d'une famille qui quitte son pays pour venir s'installer en France et qui mélange du coup ça à travers le regard d'une petite fille et un certain rapport à une histoire familiale itinérante et une certaine culture. Voilà de ceux que je voulais, qui j'ai trouvé particulièrement intéressants. Il y avait Interdit aux chiens aux Italiens qui était vraiment cool. Du coup, c'est un peu plus des films qui sont dans notre tranche d'âge et qui sont des films qui tentent des choses aussi graphiquement, quoi, et qui sont moins normés que les films précédemment. Donc, c'est toujours des films que j'ai un peu plus envie d'encourager, moi, personnellement, dans cette émission. Mais ouais, on a été assez servis ces dernières semaines. C'était assez cool. Il y a eu des très grosses sorties et tout. On va passer à The Best Movie. Je vous avais dit que j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il y a un film dont j'avais particulièrement envie de vous recommander le visionnage, parce que c'est vraiment mon film préféré de ces derniers mois. C'est pas un long métrage, c'est un unitaire de 26 minutes qui a été remonté dans un format de long métrage, qui s'appelle du coup À vol d'oiseau. Le film en particulier dont je vais vous parler, c'est Drôle d'oiseau. C'est un ensemble de courts-métrages français, tous en 2D. À la réalisation, nous avons Emily Worms pour le premier court-métrage, Gabrielle Hainaut-Lefebvre pour le second court-métrage, et Charlie Belin, qui est la réalisatrice de Drôle d'oiseau, qui est le plus gros morceau de cette séance de cinéma. Le pitch de Drôle d'oiseau, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est au collège, mais qui est qui est un petit peu dans sa tête, qui est absolument passionnée par une encyclopédie d'ornithologie qu'elle a récupérée. Et, euh, et, euh, et qui a du mal un peu à s'intégrer dans sa classe, puisqu'elle est très... Et donc c'est l'histoire de cette amitié avec la documentaliste de son lycée. Je voudrais rapporter son livre à Madame Coquille qui habite sur l'île. Est-ce que vous pouvez me faire traverser?
J'ai même pas envie de parler dessus tellement c'est beau. Vous avez vu. Je suis vraiment très respectueux de ce film. Hum, Donc voilà, c'est l'histoire de l'observation de la nature par deux personnages, mais c'est aussi l'histoire de femmes qui se sentent un petit peu en décalage de la société, qui sont des drôles d'oiseaux, toutes les deux pour des raisons différentes, parce qu'elles ont un caractère plus réservé. Il y en a une qui ne parle pas trop à l'école, et il y en a une autre qui vit un peu dans le monde des livres en habitant toute seule sur une île. Et donc c'est un peu l'histoire de cette rencontre. En termes de technique, c'est un film qui a été entièrement fait en 2D. Vous pouvez voir le très joli graphisme là à l'image, avec un trait extrêmement léger et des couleurs à l'aquarelle. Moi, quelque chose qui m'a énormément touché graphiquement, c'est ces représentations très délicates de la nature. On voit beaucoup d'animaux, et c'est des animaux européens et français, beaucoup d'oiseaux, et dans des scènes très, très naturalistes. Et moi, j'ai beaucoup, mais genre beaucoup, beaucoup aimé la délicatesse du trait. Et je trouve qu'il y a aussi un parti pris coloré qui m'intéresse beaucoup. C'est un film qui parle principalement de nature, mais qui utilise très très peu la couleur verte. Et j'ai trouvé ça intéressant parce qu'on est dans les films d'animation, on est inondé par des représentations de la nature, parce qu'il y a une vibe très écolo dans le cinéma d'animation récemment, et du coup on bouffe du gazon vert saturé et des beaux arbres très luxuriants, presque des canopées amazoniennes tout le temps. Et du coup j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant de voir la nature française, euh, automnale, genre c'est grisou, c'est bleu, c'est blafard, il y a de la pluie et du brouillard, mais c'est une vraie nature qui est réelle, et j'ai trouvé ça hyper touchant. En plus, le portrait qui est fait de l'héroïne, moi je me suis identifié à mort, parce que j'étais un enfant très intéressé par la nature, peut-être un petit peu plus que par les gens de l'école, moi aussi. Bon, ce qui est un profil qu'on va beaucoup trouver chez les artistes, donc je me sens pas particulièrement exceptionnel. Mais voilà, c'est une petite fille qui lit le magazine La Hulotte, un truc que je lisais quand j'étais petit, qui est un truc sur la nature, qui est toujours perdue dans ses bouquins, qui est hyper intriguée par la documentaliste un peu fofolle qu'elle rencontre, qui s'habille bizarrement, qui porte toujours un bonnet, qui vit sur une île merveilleuse et qui a l'air d'être un personnage plus grand que nature. Et voilà, et je trouvais qu'il y avait aussi une délicatesse dans les dialogues, dans les interactions sociales, qui étaient vraiment très très cool. C'est un côté très intemporel, parce que, à la Sampé, parce que c'est une France, ça pourrait être la France d'il y a 30 ans, ou ça pourrait être la France d'aujourd'hui. Bon, là, dans le film, il y a des portables, donc on comprend que c'est plutôt la France d'aujourd'hui. Mais voilà, je me suis posé la question si c'était un film très nostalgique, parce que il parle pas d'une France urbaine comme on la voit souvent représentée, mais ça m'a fait très plaisir de sentir, genre vraiment, j'ai senti que ce film, il touchait vraiment la corde sensible chez moi. Donc voilà, je vous le recommande tout particulièrement. C'est un film de 26 minutes qui était produit par France Télévisions, donc il y a des chances qu'il ait des rediffusions télé, ou avec un peu de chance, peut-être qu'il va repasser en accès VOD sur le site de France Télévisions. Si je le vois passer, je le partagerai évidemment, parce que faut vraiment vraiment voir ce film, c'est très très cool. Et en plus, c'est le travail d'une réalisatrice qui commence dans le milieu, dont j'ai pas pu voir les courts-métrages précédents, mais qui avait l'air parfaitement adorable, et vraiment genre, clairement ça va être pour moi un nom à suivre pour continuer à voir des films de très haute qualité sur les prochains mois. Donc voilà, À vol d'oiseau, un vrai gros coup de cœur perso. Si vous avez l'occasion de le voir, foncez-y. Il y a vraiment... moi je suis assez critique des films, et il y a peu de choses critiquables. Bon évidemment il touche mon petit cœur en parlant de sujets qui me touchent, avec le graphisme qui me touche, et avec le rythme qui me touche, parce que c'est aussi un film de 26 minutes qui a le temps de poser ses ambiances, et son univers, et ses sons de nature. Voilà, c'est un délice. Allez-y, à fond. Si personne ne l'a vu, je vais passer à ma toute dernière recommandation, qui n'est pas un film live, mais qui est également un film qui m'a beaucoup touché pour des raisons tout à fait différentes. C'est un film live coréen qui s'appelle About Kim So-hee, un film réalisé par Julie Young, qui dure 2h17, donc un film assez long, costaud et un peu stressant. Je vous le cache pas, c'est un vrai gros thriller coréen. Le pitch, c'est l'histoire
comme son titre l'indique, de Kim So-hee, qui est une jeune femme ado coréenne qui s'apprête à rentrer dans la vie adulte et qui fait un stage dans une entreprise de télécommunications et qui va très rapidement être happée par cette ambiance de travail extrêmement toxique qui va finir par vraiment lui nuire beaucoup psychologiquement, tellement elle subit du harcèlement et de la pression dans le cadre de son travail. Et en parallèle de son histoire à elle, qui est vraiment une vraie descente aux enfers en termes de pression, on va suivre l'histoire d'une enquêtrice qui va se retrouver mêlée à son histoire à elle et aux abus qu'elle a subis dans sa société et qui va remonter les causes de ce qu'elle a subi, Kim So-hee du coup. Je vous montre quelques images pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. C'est un film qui m'a beaucoup touché par son sujet. Oui, les enjeux de ce film, c'est un thriller coréen qui sort en France. Ouais, qui m'a beaucoup touché par ses enjeux. Je trouve que c'est un portrait vraiment très joli de la jeunesse coréenne, autant que je puisse le juger moi. Et c'est un film dont le sujet très clair, c'est les problèmes systémiques de la société coréenne dans le milieu du travail, mais aussi le milieu éducatif. Genre vraiment pour le simplifier, c'est une analyse froide et cruelle de comment la société coréenne écrase sa jeunesse, les menant jusqu'à la mort, parfois. Et, euh, et, euh, et donc voilà, c'est un film qui est de la fiction, mais qui parfois vraiment est très documentaire. Moi, quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est du coup le portrait de ces deux héroïnes qui se rendent compte qu'elles sont complètement impuissantes par rapport à un système qui est extrêmement fort. Et je trouve que, en comparaison à beaucoup d'autres thrillers coréens qu'on voit en France et que moi je connais bien, ça aborde frontalement le côté systémique où l'enquêtrice va aller voir l'entreprise, puis aller voir l'école qui l'a menée à l'entreprise, puis aller voir euh, la direction qui gère l'école, puis s'engueuler avec son commissariat de police parce que une affaire précédente a été étouffée dans cette affaire de harcèlement au boulot. Et voilà, je trouvais que c'était un film vraiment important parce que c'est un film de fiction mais qui parle de problèmes systémiques qui sont en Corée, mais on a des problèmes qui sont très très similaires en France, où l'argent, on y revient toujours, l'argent, le capitalisme, et devoir tout justifier en termes de chiffres et de succès et de rentabilité, ça détruit des vies. Et vraiment, le film prend ce problème à bras le corps et vraiment va jusqu'au bout, à la fois d'un point de vue intime dans le vécu des personnages et à la fois dans un point de vue politique en montrant comment toutes les barrières de la société coréenne ont été pétées pour faire en sorte qu'on puisse arriver à l'expérience que subit l'héroïne Kim So-hee. Donc voilà, c'était hyper touchant. C'est le deuxième ou le troisième long métrage de cette réalisatrice et je trouvais aussi que bon, il y avait un axe féminin intéressant dans ce film. Je suis très habitué aux polars coréens de Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Lee Chang-dong, des films comme Parasite, des films comme Burning, des films comme tout ça qui parlent souvent de ce que la société fait de mal à l'homme et comment l'individu a du mal à se retrouver dedans et qui, bon, souvent tombent dans des bails un peu de vengeance viriliste pour résoudre leurs intrigues. Et je trouve que ce film esquive complètement ça, rentre vraiment dans une réflexion plus importante sur le système qui amène à ça et sur qui sont les vrais responsables, quoi. C'est pas tout de coffrer un tueur en série pour sauver la société, il faut remonter vers les vrais responsables. Et voilà. C'est un film qui est quand même tout de même assez anxiogène, quoi. Vous avez vu les sujets, c'est le harcèlement systémique et ce que le capitalisme fait de nous. Mais voilà, je l'ai trouvé très touchant. Les deux actrices principales sont vraiment exceptionnelles. Donna Bae, Kim Kim Si-yeon, sont vraiment hyper touchantes. Et puis voilà, il y a une scène qui m'a vraiment fendu le cœur, qui est la scène de danse qui ouvre et qui ferme le film, qui est vraiment est très touchante, et aussi une scène où
un rayon de soleil touche les pieds des deux héroïnes et qui a une symbolique hyper forte dans le film sur l'illumination que ça leur apporte. Et voilà, c'est un cinéma très, très incisif et très direct. Et j'ai beaucoup aimé, je vous le recommande particulièrement. Voilà. C'était un peu mon bilan des 3-4 derniers mois de cinéma. J'espère que ça vous a permis un peu de vous tenir au courant de ce qui se fait. Peut-être ça vous a donné envie de voir quelques films, peut-être que ça vous a fait réfléchir à ce que vous avez pensé des films. Est-ce que vous étiez d'accord avec des trucs? Est-ce que vous n'étiez pas d'accord avec des trucs? C'est intéressant de se poser des questions. Comme ça, à la fois en tant que spectateuriste pour continuer à voir des films qui nous plaisent et développer notre réflexion par rapport à ces œuvres, mais aussi en tant qu'artiste, si vous êtes artiste ou dans la fabrication de l'animation vous-même, parce que c'est des films avec lesquels vous n'êtes pas en compétition, mais c'est des films qui créent des styles, qui créent des narrations, qui créent des graphismes. Donc voilà, je voulais retracer un petit peu tout ça avec vous pour vous aider à rester à la page, parce que j'avoue que j'ai vu beaucoup de films ces 2-3 dernières semaines pour essayer d'être au courant de tout, et c'est un peu difficile en termes de temps et aussi en termes d'argent tout de même, de tout voir et de se tenir à la page. Donc j'espère que cette émission a pour vocation d'un peu vous tenir au courant là-dedans. Elle est très teintée de mes avis personnels et de mes réflexions personnelles, mais bon, c'est un peu logique. Mais voilà. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça a été utile? Est-ce que vous allez me faire très plaisir à aller voir Drôle d'oiseau et dire que c'est le meilleur film du monde? Bon, comme je le disais, le long métrage d'animation, c'est vraiment le format qui est le plus médiatisé dans l'animation. Du coup, ce sera un peu un truc qui reviendra souvent dans ces émissions parce que c'est un truc qui est facilement observable, qui est dans des formats faciles à voir, parce que les courts-métrages sont beaucoup en festival ou difficiles d'accès ou ils restent pas longtemps en ligne, donc c'est difficile de tout traiter. Et les séries, ça fait beaucoup de choses à voir pour moi, pour ne serait-ce que me tenir au courant, vu, je vous disais la semaine dernière, il y a 100 séries d'animation tous les 3 mois qui nous viennent du Japon, il y a genre même plutôt 80 séries françaises par an et je sais pas combien de séries américaines, plus toutes les séries étrangères, donc c'est tout à fait impossible de se tenir au courant de tout. Mais pour le long métrage, je vais essayer de le faire et de faire mes rattrapages et d'essayer de vous faire un portrait un peu réaliste de ce qui se fait. Et voilà, on reparlera de long métrage probablement début mi-juin, avant ou après le festival d'Annecy. En attendant, je vais faire des sujets un peu plus variés sur les prochaines semaines, donc s'il y a des choses dont vous voulez que je parle, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'être venu m'écouter ce soir, j'espère que le sujet vous a intéressé et que j'ai dit des choses intéressantes sur les films. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre attention et votre présence. On se voit mercredi prochain. Des bisous Twitch, ciao ciao.